fait, il se trouve que, je vais donner quelques précisions, puisque moi, j'oscille entre Marseille, et on se retrouve souvent à Marseille. Hier, on était donc dans un colloque organisé par le CAE des Bouches-du-Rhône sur la mobilité. Il lance un cycle de conférences avec un bon jeu de mots d'architecte classique, dessin de ville, destin de ville, encore que bon. Et donc lui faisait l'introduction le matin et moi je faisais la conclusion le soir. Et puis par ailleurs, donc j'ai un bureau de consultant à Marseille, mais je suis un retraité actif, on va dire. En tout cas, moi je suis contre la retraite à 60 ans, j'en ai 66 et je travaille largement à mi-temps. Ça me plaît. Je pense qu'on a oublié de parler de ce que voulait dire vraiment, quoi. Si j'étais maçon, je ne dirais pas la même chose, évidemment. Et puis l'autre mi-temps, je le passe en tant qu'élu local, mais non pas dans l'agglomération de Chambéry. Si mon président de communauté de communes du lac d'Aiguebelette entendait ça, il serait furieux, puisque je suis redevenu élu local d'un petit village que beaucoup d'entre vous connaissent, au moins pour y franchir le tunnel. Le village s'appelle Dulin. C'est un tunnel qui est sur l'autoroute qui va de Lyon à Chambéry. Et donc juste au-dessus, moi, j'ai ma maison où j'habite, qui est ma résidence principale depuis 2 ans. Et donc, finalement, j'ai un peu résolu cette contradiction où j'ai à la fois un bureau au centre-ville à Marseille et une maison à la campagne à Dulin. Évidemment, entre les deux, il faut circuler, en train ou en voiture. J'ai l'intention d'y aller à pied un jour, mais je ne l'ai pas encore fait. C'est pas facile de prendre la suite de Jean Viard. D'abord, c'est un orateur exceptionnel, c'est un puits de science, il a écrit plein de bouquins, il passe son temps à fouiller les statistiques, etc. Donc, il apporte un éclairage sur notre société. Mais même si c'est pas facile, je vais relever le défi. On a accepté de faire comme ça. Je pense que c'est mieux parce que moi, je me définis donc comme un professionnel. Et je vais peut-être vous donner quelques repères historiques. Et finalement, je prends le thème de vos 30 ans. Donc, il y a 30 ans, un petit peu plus, j'ai été élu maire de Chambéry. Bon, pour les plus anciens d'entre vous, ça veut dire quelque chose. Et pour nous, Chambériens, Grenoble, évidemment, voulait dire quelque chose. Mon maître, c'était Hubert de Medoux. C'est lui qui a fait le premier meeting public auquel j'ai participé comme candidat. Et quand nous avons été élus, il m'a dit « La mairie de Grenoble est ouverte, tous mes collaborateurs sont à votre disposition pour vous aider à prendre en main cette gestion municipale dont, bien évidemment, nous ne connaissions pas grand-chose. » Donc j'ai un attachement avec Grenoble et avec l'Isère de ce fait. C'est marqué dans le papier, j'ai pour ma part une formation d'ingénieur, ce qui n'est pas sans incidence sur la structure d'esprit, la manière de raisonner, d'aborder les problèmes. Et donc cette première étape, là où on va créer les CAE, en savoir, on crée les CAE avec comme président Jean-Claude Monin, qui fut pendant longtemps le président de la Fédération nationale des CAE, et qui est un ami, qui a apporté beaucoup à cette mise en culture progressive du milieu local sur les enjeux de qualité. Au fond, pour moi, CAE, ça veut dire qualité. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a une règle ou des lois écrites, mais qualité, au fond, une maison de qualité, un paysage de qualité, finalement, culturellement, on arrive à peu près à voir ce que ça veut dire. Donc cette période-là, elle a été marquée pour l'essentiel par... c'était un autre temps. Souvenez-vous combien de temps il fallait pour aller à Paris en train depuis Grenoble. L'autoroute à 43 et l'autre, je ne sais pas quel numéro, enfin, qui relie Lyon à Grenoble, Chambéry, Annecy, a été ouvert en 1974. Donc avant, pour aller à Lyon, grande capitale régionale, il fallait quand même beaucoup de temps. Et finalement, aujourd'hui, on vit avec ça comme si c'était ordinaire. Mais ce n'était pas ordinaire. Le TGV n'existait pas. Il est arrivé en automne 81 à Lyon et 82 à Chambéry. Et donc changer un peu la vie des gens. Globalement, si vous voulez, pour des gens, des élus qui sont dans des fédérations nationales, des architectes
qui aiment de temps en temps assister à des expos ailleurs qu'à Grenoble, et je sais que c'est quand même à Paris que ces choses-là se passent. L'ouverture donc sur cette facilité de la découverte, elle s'est sacrément améliorée grâce à une mobilité que ces moyens de transport nous ont apportée. Ce thème de la mobilité, d'ailleurs, que Jean-Pierre a souligné, qui était le thème de notre colloque hier, on a eu un débat un petit peu conflictuel avec les écolos qui pensent qu'il faut réduire la mobilité. Moi, je pense fondamentalement que c'est pas possible. Que la découverte de la mobilité, c'est comme la découverte de la lumière par celui qui ne l'a jamais vue. Une fois qu'il a découvert ça, il veut la garder. Et donc cette mobilité nous ouvre un champ de possibles, nous ouvre un monde entier à notre portée, à notre disposition d'une certaine façon. Chacun à sa mesure, hein, bien sûr. C'était aussi la période de la Villeneuve de Grenoble qu'on venait visiter de partout. Moi, je l'ai visité plusieurs fois, comme un laboratoire de vie sociale urbaine, et Dieu sait si elle l'a été pendant un certain nombre d'années. C'était pour nous à Chambéry la période de la ZUP et la remise en cause du projet d'une urbanisation uniformisée, mais au contraire la recherche d'autres formes urbaines avec les programmes Architecture Nouvelle, les programmes PAN qui existent toujours et qui ont apporté beaucoup à notre réflexion sur l'architecture. C'était également la recherche, en tout cas je parle pour Grenoble-Chambéry, peut-être pas pour toutes les villes, mais la recherche d'expérimentation. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est une petite remarque, je suis assez frappé de voir, moi qui ai quitté la vie politique active en 83, comment finalement de très nombreuses expériences qui ont été menées à cette époque-là n'ont pas été évaluées, n'ont pas été, et même souvent d'ailleurs certaines d'entre elles ont très bien marché, n'ont pas été reproduites. C'était une forme d'expérience pour rien. Un peu comme en architecture, on pourrait dire que d'une certaine façon, un architecte, il a pour ambition de ne jamais reproduire ce qui a déjà été fait. Alors plutôt que de faire quelque chose de bien, parfois on fait quelque chose de nul, mais au moins c'est neuf. Et c'est quand même assez dramatique comme état d'esprit. Je donne deux exemples. Nous avons lancé, avec le financement de la région, un programme de construction de logements HLM. Le programme HOT, ça voulait dire Habitat original par la thermique. Dans un quartier en centre-ville, on se chauffait uniquement en allumant la lumière dans ces logements. 30 ans après, ils sont toujours là, les gens ne veulent pas partir, mais on n'a pas reconstruit un seul ensemble de logements. Et sur le plan du solaire, à l'époque, on n'était quand même pas très avancé en matière de technologie. Eh bien, aucun autre programme solaire de ce type n'a été reconstruit. Autre exemple, c'est par hasard, j'ai rencontré la directrice de l'OPAC de Chambéry et on évoquait certaines affaires. Et le programme d'architecture nouvelle qui a été fait dans une petite, une ZAC, pourquoi petite? Une ZAC qui s'appelle les Châtaigniers, qui était en fait l'anti-ZUP dans notre esprit, sont classés numéro 1, c'est du HLM, c'est à Chambéry-le-Haut, c'est classé numéro 1 parmi les demandeurs de logement social aujourd'hui. Tout le monde veut aller habiter à cet endroit. Et pourtant, jamais on n'a repris la réflexion de base qui avait servi à concevoir ce quartier. Donc, je caractérise donc cette période, cette décennie autour de 77, 80, avec quelques points, et c'est le moment où on crée le CAE de l'Isère. Également, dans cette période, il y a quand même une donnée institutionnelle non négligeable, c'est que l'aménagement est maîtrisé par un dispositif qui est le dispositif Caisse de dépôt. La CET, au niveau national, recrute des directeurs et monte des SEM locales avec des présidents élus locaux. La SIC va construire les logements, le BETUR vient faire les travaux d'études techniques, etc. Et ce système fonctionne et aménage la France. C'est quand même bien encore la grande période. D'ailleurs, avec, on s'était cité tout à l'heure, avec Jean-Paul Bayetto, qui était à l'époque directeur de la SADI, nous avions monté en Rhône-Alpes la première fronde des présidents de SEM contre Paris. Et les directeurs étaient un peu évidemment dans le coup, mais en tout cas, on avait constitué une association de directeurs des principales SEM de la région Rhône-Alpes pour renégocier les accords de financement, les conventions, etc., avec la CET, la SIC et compagnie. Voilà cette période, cette première décennie où le CAE va apparaître.
l'architecture n'occupe pas encore la place qu'elle a aujourd'hui dans notre société. Les écoles d'architecture sont jeunes, elles datent de l'après-68 et elles vont se lancer donc dans la préparation et la formation en grand nombre des architectes. La décennie d'après, c'est la décennie qui est marquée par la décentralisation. On sait bien sûr l'élection présidentielle de 81, mais cette décennie de la décentralisation, elle va aussi, d'une part, donc, émietter le pouvoir d'une certaine façon, confirmer, ou pas exactement confirmer, confier au département le rôle de leader dans la décentralisation, ce qui est une catastrophe, ce que je pense, malgré tout le respect que je dois aux conseillers généraux qui sont là. C'est une catastrophe pour notre pays qui vit encore mal ce choix, le choix de cette époque. Et également, cette période va être marquée par l'apparition de ce vocabulaire développement social des quartiers, développement social urbain. 88, c'est la création de la délégation interministérielle à la ville, c'est-à-dire la volonté d'agir de manière concentrée dans les quartiers populaires dans lesquels on découvre un certain nombre de problèmes sociaux, problèmes de chômage, d'éducation, zones d'éducation prioritaire, etc. En tout cas, c'est une période de la prise de conscience de la nécessité d'agir. On n'est pas dans l'architecture, là, pas du tout. On est dans l'urbanisme où peu à peu, les gens prennent leur place. Et de plus en plus. Et j'avais envie de dire tout à l'heure, au moment où Jean-Pierre partait, que peut-être la raison pour laquelle aussi c'était mieux que ce soit lui qui parle en premier, c'est que l'urbanisme, c'est des lieux et des liens, mais que les liens, c'est des liens entre les gens. Et que l'urbanisme, c'est devenu une question de gens. C'est des gens qui habitent les villes et c'est leur organisation, leur vie sociale, leur emploi, leurs loisirs, leur éducation, etc., qui vont finalement rendre une ville attractive, vivante, etc., évidemment en plus de l'espace public, de la qualité architecturale, de la beauté du site, etc. Mais au fond, vous savez, les sites, ils sont tous, tout paysage a du charme. La montagne, c'est très très beau, surtout en cette saison. On a l'impression qu'il y a une série de saisons qui se superposent les unes avec les autres. Mais moi qui suis né au bord de la mer du Nord, le plat pays, je vous assure que c'est pas mal. Hein. Il pleut tous les jours, mais il fait beau tous les jours quand même. Hein. Le soleil, ça va, ça vient. Et puis ça se chante. Donc c'est pour dire que la question du paysage, de l'esthétique, c'est une question qui est somme toute relative. Mais dans cette grande histoire, vous vous souvenez, Habitat et vie sociale, créé par Robert Lyon, Lenoir et quelques autres, c'est la première fois qu'au niveau du gouvernement, au niveau national, on pense qu'il faut se faire parler, qu'il faut se faire concerter et négocier entre les gens de la direction de la construction, de la direction des affaires sociales, voire même de la direction de la culture ou de la direction de l'éducation. Habitat et vie sociale, donc ça va être une belle période, le développement social des quartiers, le DSU, la délégation interministérielle à la ville, pour aboutir aujourd'hui finalement en eau de boudin. Un vocabulaire devenu totalement incompréhensible, une politique de la ville qui disait, Jacques Lévy, une honte sémantique, c'est-à-dire ça devient un vocabulaire qui n'a plus de sens. On parle même de plan Marshall des banlieues, comme si les gens n'avaient jamais su ce que voulait dire un plan Marshall, etc., etc. Évidemment, il y a des choses qui se font, je ne critique pas, mais les gens qui agissent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de l'époque, elle s'est perdue. Et que peut-être un des enjeux aujourd'hui, pour les gens qui travaillent sur les questions urbaines en tout cas, c'est de redonner du sens à cette volonté de coopération, de coordination à tous les niveaux, non seulement au niveau du terrain, mais ça va assez de soi, mais aussi au niveau des autorités. Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est la gestion de la décentralisation dans le rapport à l'État, qui est un problème dont je dirai un mot après. On est également dans cette période, on fait le premier bilan des schémas directeurs qui ont été créés en 1968 par la loi d'orientation foncière, et sauf exception, on se rend compte que la planification urbaine, elle a tout faux. On avait fait avec l'AFNO, parce que moi j'ai dirigé l'agence d'urbanisme de Lille en 1990 pendant 8 ans, et donc c'est en 1990 on avait fait un bilan national
de la plupart des schémas directeurs, les 35 000 membres de la FNO à l'époque, et on s'était rendu compte grosso modo que ce qui avait été prévu en termes d'extension urbaine dans les années 70, finalement le terrain avait été mangé, mais les X 1000 emplois qu'on avait prévus et les X milliers d'habitants qu'on voulait également accueillir, cela n'était pas vraiment venu. En clair, la croissance démographique vue dans les années 60-70 n'avait pas eu lieu. Il y avait eu une réduction considérable. Et deuxièmement, le nombre d'emplois à l'hectare est un ratio qui avait chuté de manière dramatique. Enfin, dramatique, on ne va pas, mais de manière très importante. On était passé peut-être de 20, 30, 50 emplois à l'hectare à 2, 3, 4, enfin, en quelque sorte. Et donc, on mangeait du terrain. La logistique devenait la reine de l'organisation de l'économie, depuis que le patron du MEDEF avait dit au ministre des Transports, à partir de maintenant, c'est le juste à temps qui est notre règle, et donc c'est le camion qui est le seul moyen de faire fonctionner notre économie. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de nous, c'est toujours la règle, quels que soient les discours qu'on peut avoir sur le ferroutage. Dans cette période-là, les villes commencent à avoir quelques difficultés sérieuses, et pourtant elles s'étendent. Et pendant cette période-là, d'ailleurs, la campagne s'urbanise, mais on ne le voit pas trop. Ça n'est qu'avec le recensement de 99, donc la décennie d'après, que tout à coup on se regardera dans le miroir et qu'on se dira « mais oulala, qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est l'époque, souvenez-vous, où on va d'une part inventer la coopération intercommunale. Bon, finalement, il y a quand même des choses qui marchent. Les 3 lois, Voynet, Chevènement et SRU, vont apporter une révolution, il faut dire les choses comme elles sont, dans le paysage institutionnel français. Moi, j'étais à la DATAR à l'époque chargé de mettre en œuvre ces 3 lois. C'est la révolution de l'Internet aussi, où on va rapidement se rendre compte que tout le discours idéologique, ou en tout cas illusoire, que l'on avait sur le télétravail, les communications vont réduire la mobilité, etc., c'est le contraire. Le téléphone, ça sert à prendre des rendez-vous, et l'Internet, ça s'envoie des fichiers. Mais ça ne règle pas, ça n'empêche pas le face-à-face, la concentration, etc. Donc la révolution de l'Internet, le renouveau de la planification, je citais la loi SRU, donc qui est importante, on introduit un mot-clé qui est le mot de cohérence. Ça ne veut pas dire que les anciens ne pensaient pas qu'il fallait être cohérent, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais le fait qu'on le mette dans le titre, c'est un schéma de cohérence, ça veut dire qu'autour de la table de la planification, il faut aborder l'environnement, le transport, l'habitat, la culture, l'emploi, etc. Et j'ai sans doute oublié quelque chose, mais en tout cas, la cohérence est entre toutes les dimensions de la ville et du territoire. Et puis, donc, on verra apparaître à ce moment-là donc, la carte de France des communautés de communes, des communautés d'agglos, des communautés urbaines. Alors, je vais vous raconter une anecdote historique qui est quand même assez intéressante sur les aires urbaines. Vous vous souvenez, enfin, tout le monde sait à peu près que l'aire urbaine, c'est un concept statistique qu'on ne peut pas faire sans ordinateur, puisque c'est un truc qui se mord la queue. Mais je rappelle la définition, que c'est un périmètre qui contient des communes, dans lesquelles, dans chaque commune, 40% de la population qui travaille dans une commune de la même aire urbaine. Donc c'est impossible à définir a priori, ça n'est qu'en faisant tourner les ordinateurs qu'on peut arriver à fabriquer le dessin. Et à l'époque, dans la discussion avec l'INSEE, quand j'étais à la DATAR, on était parti sur une définition nous semblait plus réaliste, en disant à partir du moment où il y a un tiers de la population qui travaille en dehors, dans une commune du même périmètre, on peut considérer qu'on est en aire urbaine. Et les premières cartes qui sont sorties, eh bien, la France, elle était toute rouge. Ça veut dire qu'il n'y avait que de l'aire urbaine. Il restait un tout petit peu de pôles ruraux, verts comme ça, de ci, de là. Alors, ça a été jugé comme politiquement inacceptable, et on a fait un autre essai à 40%, et ça a donné une image politiquement publiable. Donc, on a publié cette carte des aires urbaines à ce moment-là. Je sais qu'aujourd'hui, l'INSEE retravaille sur une meilleure définition de l'aire urbaine, puisqu'il n'y a pas que l'emploi qui gère la mobilité, il y a aussi des tas d'autres choses, mais
c'est pas le moment d'en parler et c'est assez compliqué. Et puis la décennie d'aujourd'hui, j'y arrive. En fait, la décennie d'aujourd'hui, elle est marquée par l'irruption de manière très très importante des questions de l'environnement dans les préoccupations de l'architecture et de l'urbanisme. Alors BBC, tout le monde, tous les architectes savent ce que c'est. Je pense que ça va produire de la merde pendant assez longtemps. J'aime bien la réaction assez vive de Ricciotti qui dit que si l'architecture durable c'est uniquement de la laine de verre, des écrous, des boulons et des barres de fer, ça ne m'intéresse pas. Notre-Dame de Paris, c'est une architecture durable, c'est-à-dire qui dure. Bon, enfin, il y a un débat. Je pense que c'est un débat qui est compliqué. Moi, je suis toujours un peu interrogatif par rapport à ces questions de qualité, puisque j'habite une maison qui date de 1827 à la campagne, vous imaginez comment il faut faire pour chauffer. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais comment faisaient les anciens? Et j'ai compris tous ceux qui mettaient des pulls. Et que peut-être l'architecture basse consommation d'énergie, c'est aussi une autre manière d'organiser nos vies intérieures. Alors, est-ce que c'est possible? Ça, je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est compliqué, certes, mais il faut aussi penser quand même que l'architecture, c'est fait pour l'intérieur, pour l'extérieur. C'est toujours cette espèce de confrontation assez difficile à traiter entre le dedans et le dehors. Et qu'en plus, par rapport à la question de la mobilité, l'architecture, c'est quelque chose qui est stable. Parce que même si elle n'est pas durable au sens du jargon d'aujourd'hui, elle dure quand même un certain temps. Quand on construit une maison, on ne la démolit pas au bout de 10 ans. Elle va rester là certainement un siècle, enfin vraisemblablement. Les démolitions de grands ensembles qui ont été lancés par l'ANRU, c'est quelque chose de tout à fait unique dans notre histoire, et voire même d'assez dramatique. Et en tout cas qui est assez mal compris par le reste du monde, en tout cas tous ceux qui n'ont pas de logement. Donc cette question-là, elle est très compliquée. L'irruption de l'environnement, c'est aussi l'urbanisme durable. Alors hier, Michel Lusseau disait « Je suis incapable de vous dire ce qu'est l'urbanisme durable » et je pense que personne aujourd'hui n'est capable de dire ce que c'est. Et je pense que l'esprit dialectique va s'appliquer à cette réflexion, c'est-à-dire que l'urbanisme et l'architecture sont confrontés à des contradictions. C'est comme ça. Et que notre rôle de professionnel, c'est d'essayer de bien poser les termes de ces contradictions et de proposer des dépassements, peut-être provisoires, temporels, dans quelques temps, d'essayer d'avoir des intuitions les plus géniales possibles pour faire en sorte que ce vocabulaire puisse prendre sens. Mais je vais terminer juste par ce point-là sur ce dernier aspect, cette dernière décennie. Cette dernière décennie, elle est quand même marquée par 3 étapes dans la prise de conscience de l'environnement, qui sont des prises de conscience assez différentes. La première étape, c'est en gros l'invention de l'expression Sustainable Development qui devient populaire à partir du sommet de Rio en 1992. En France, on met un peu de temps à l'accepter, on ne sait pas trop comment le traduire, et finalement on le traduit très très mal. Je pense qu'on a fait une grande faute là, il aurait fallu inventer un mot français pour dire ce que veut dire sustainable. Parce que franchement, durable, c'est nul, quoi. Excusez-moi, mais l'architecture durable, vraiment, c'est nul, quoi. Ça ne veut rien dire. C'est pas compréhensible par la population. Quand je dis c'est nul, c'est pas... je constate qu'entre nous, ça va, on se comprend. Mais vous sortez du petit cercle professionnel, vous allez dans la rue, au bistrot, et vous parlez d'architecture durable, les gens ils vont penser qu'il faut que ça dure, quoi. Voilà, c'est tout. Alors donc, c'est un peu dommage, mais après tout, peut-être jamais trop tard. On peut peut-être lancer un mouvement grâce à Internet pour inventer un mot, pour traduire, inventer un mot français qui dise bien ce que ça veut dire. Hein. C'est avec cette question des générations futures, c'est-à-dire un développement qui peut trouver la source de sa continuité, du bonheur, du plaisir, etc., et qui fasse que les enfants ne trouvent pas un monde épuisé. Donc ça, c'est une idée très très forte. Et c'est Rio. Va apparaître assez vite, je ne sais plus exactement à quelle date est mis en place le GIEC, donc ce groupe de scientifiques en réseau sous l'égide de l'ONU qui va produire des rapports sur l'évolution du climat et finalement lancer un cri d'alarme sur
eh bien, l'effet de serre conduit à un réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique peut engendrer des désordres extrêmement importants pour la vie humaine. Ça a été assez vite quand même, l'idée on a assez vite accepté cette idée, même s'il y a eu quelques opposants. Et donc, derrière cela, je voudrais dire que ce qui est très très important, c'est que le fameux conflit entre nature et culture, finalement, il est anéanti par cette prise de conscience. Parce que la planète étant finie, comme nous sommes tous sur le même bateau, sur la même planète, que les interactions des uns et des autres sont très importantes. Ce que la Chine produit comme gaz à effet de serre dans sa croissance économique d'aujourd'hui, industrielle, croissance industrielle, a de l'incidence sur la vie en Afrique. Et ce que nous pratiquons aujourd'hui, nous, en Europe, a de l'incidence sur l'océan Pacifique. Donc cette idée d'une interaction totale, instantanée, elle est extrêmement importante. C'est une prise de conscience d'une mondialisation d'une nouvelle nature. Ce n'est pas uniquement les avions qui déplacent les gens, ce n'est pas uniquement l'Internet qui transfère des données, la mobilité des données, c'est aussi l'action des uns et des autres et qui est finalement globalisée, additionnée à l'échelle globale. Et donc ça, cette prise de conscience est très importante et elle va déclencher notamment la négociation du Grenelle et les lois qui vont en découler. Mais la troisième étape, elle est commencée. Et cette troisième étape, elle va être, je crois, fulgurante. C'est la manière dont notre système économique va réagir face à ce nouvel enjeu. Et moi, je fais le pari avec François Hacher, c'est son dernier papier, juste avant de disparaître, sur l'irruption ce qu'il a appelé les clean tech, qui vont demain balayer toutes les anciennes technologies qui ne seront plus conformes aux normes de l'environnement et qui vont faire que dans notre vie quotidienne, eh bien, une nouvelle manière d'organiser notre vie sera organisée par des technologies qui, peu à peu, seront impérativement respectueuses de l'environnement, parce que les États mettront en œuvre des moyens de coercition, des règles, des normes. L'Union européenne a joué un rôle très très important, très en avance d'ailleurs sur l'administration française. On était un peu la traîne de l'Europe sur toutes ces questions d'environnement. Et donc cette phase est ouverte. Et c'est peut-être un peu cynique de dire ça, mais il faut faire confiance. Les capitalistes vont trouver le moyen de gagner de l'argent avec les clean tech. Et ces clean tech s'imposeront à nous. Parce qu'elles feront partie à la fois de notre volonté de protéger la planète, mais aussi elles seront partie des obligations que la société nous imposera. Et donc la redistribution des cartes dans la société d'aujourd'hui va se faire, c'est-à-dire que le mouvement écologiste qui a finalement il a accompli sa mission en tant que mouvement écologiste sera obligatoirement obligé de redéfinir sa position dans la vie sociale et politique. Donc ça, on va assister à cela dans les quelques années qui viennent. On voit bien, je voudrais juste illustrer ce propos, les contradictions qui apparaissent à propos, par exemple, des éoliennes, où autrefois, tous les écolos étaient pour les éoliennes. Le jour où les producteurs d'éoliennes ont passé un accord avec EDF pour acheter l'énergie, les écolos qui habitent à côté de l'endroit où on installe des éoliennes sont contre. Et créer des associations de défense, de protection de la nature, ça tue les petits oiseaux, etc., etc. Donc c'est en mouvement, c'est des nouvelles contradictions. Moi, je ne critique pas les gens qui défendent leur tranquillité, leur proximité. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais je prenais cela comme illustration d'une nouvelle contradiction qui apparaît dans notre société et à laquelle nous sommes obligés de faire face. Et donc voilà un petit peu ce travelling historique sur les 30 ans du CAUE de l'Isère. Moi je suis administrateur du CAUE de la Savoie, je ne connais pas trop ce qu'on fait dans le CAUE de l'Isère, et je suis arrivé tout à l'heure un peu trop tard pour entendre votre bilan d'activité. Et puis de l'autre côté, en tant qu'élu local, je me suis fait repérer par la communauté de communes où j'ai été élu vice-président, je m'occupe de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Bon, autour du lac d'Aiguebelette, ça va. Et puis j'ai découvert, j'ignorais totalement, qu'il exista un syndicat mixte de l'avant-pays savoyard, vaste territoire de 27 000 habitants,
coincé entre la frontière de la France et de la Savoie et la montagne de l'Épine, avec une entrée d'un côté vers Voiron, vers chez vous, qu'on appelle les Échelles, entre Deguy-les-Échelles, et de l'autre côté, une autre porte vers l'Ain, Yenne. Et ce petit territoire a décidé de faire un SCOT. Et donc il existe actuellement en cours un SCOT de l'avant-pays savoyard qui fait partie du patchwork des SCOT de la région Rhône-Alpes. Et j'ai évidemment été élu vice-président chargé du SCOT. Alors autant vous dire que, bon, je m'arrange, mais enfin, je traite quand même une bonne partie des problèmes de la France d'aujourd'hui. Voilà, je suis à votre disposition pour éventuellement répondre à quelques questions. J'espère que ce petit retour en arrière vous a amené, c'est toujours ça qui est intéressant dans les rencontres, à intégrer dans vos esprits respectifs quelques questions pour vous-même. J'ai remarqué que quand je vais à un colloque, je repars toujours avec une petite fiche de questions que je me suis posées en écoutant les autres. Alors j'espère que ma modeste contribution vous aura aidé dans cela. Donc bon anniversaire au CAUE de l'Isère. Merci Francis. Qui souhaite lancer ce nouvel échange? Marie, pareil, paysagiste. Océan. Oui, c'est une question que j'avais aussi envie de poser à Jean-Pierre. Je suis juste devant là, regardez-moi. Je voulais savoir quel regard vous portiez sur le développement d'un nouveau mode d'aménagement du territoire que sont les écoquartiers. On a un peu parlé dans notre rapport d'activité. Est-ce que c'est un tarte à la crème? Est-ce que c'est une chance pour nos territoires? Est-ce que l'idéal qu'on projette du beau pays de bisounours où il y aurait mixité sociale, forme urbaine de qualité, respect de l'environnement, mixité des fonctions, quel regard vous portez là-dessus, vous? Écoutez, c'est intéressant de regarder comment on peut aménager des nouveaux quartiers en prenant en considération des exigences respectueuses de ce que notre décennie actuelle a inventé. Donc de ce point de vue-là, c'est un regard positif. La difficulté, c'est que ces écoquartiers, il n'est pas toujours facile de prendre en considération les effets qu'ils ont sur autrui. Je vais vous illustrer par un exemple savoyard. À côté de Chambéry, il y a une commune assez importante qui s'appelle Cognat, ça touche Chambéry, la continuité urbaine est totale. On ne peut même pas qualifier ça de banlieue, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et l'équipe municipale a lancé donc un projet d'élaboration d'un écoquartier sur le plateau dit de Villeneuve, qui se trouve donc tout à côté de Chambéry, avec des mesures traditionnelles dans ces écoquartiers. Eh bien, j'ai été surpris et alerté par les élus des Échelles qui disaient que dorénavant, le jour où ce quartier sera ouvert, ce n'est plus une demi-heure ou 3/4 d'heure qu'ils mettront pour aller au travail au centre de Chambéry, mais 1 heure, 1 heure et quart, parce qu'on va rajouter un paquet de populations nouvelles. Bon, voilà, une sorte de réflexe. Alors, pour dire que la question de l'écoquartier, comme tout le reste, quoi, si elle cible ça dans son environnement relativement isolé, elle peut être considérée comme parfaite. Il faut aussi regarder la totalité des données. À Marseille, moi j'ai pas mal travaillé sur Euroméditerranée, qui est un établissement public d'aménagement très important, puisqu'il est en bord de mer, il porte sur plus de 300 hectares. Et j'ai travaillé notamment sur l'extension de l'Euroméditerranée, puisqu'il y a eu un accord des pouvoirs publics pour rajouter 180 hectares supplémentaires, ce qui n'est pas rien. Et là-dessus, l'Euroméditerranée s'est engagé dans la conception d'un morceau de ville, 30 000 habitants, 500 000 m² de bureaux, des équipements publics. Enfin, c'est quand même pas rien, c'est un gros truc, avec le label Écocité. Donc, c'est perçu comme un laboratoire, enfin, en tout cas les Marseillais disent, Euroméditerranée dit, nous voulons faire de cette extension d'Euroméditerranée un laboratoire des écocités engagé, impliqué dans le développement économique et aussi dans le développement durable.
Alors le fait qu'on soit en bord de mer, évidemment, ça apporte des atouts, puisqu'on peut utiliser les pompes à chaleur eau, ce qui n'est pas sans intérêt. Il y a des contraintes assez dures de site, puisque Marseille, c'est un cirque, c'est un cirque torrentiel. Il pleut pas très souvent, mais quand il pleut, attention, c'est du sérieux. On annule même les matchs de foot. Pour dire que pour annuler un match de foot, il faut vraiment qu'il pleuve beaucoup. Et donc il y a des torrents qui ont été complètement transformés en égouts, et qui de temps en temps posent quelques problèmes. Mais par exemple, tous ces torrents qui coulent de la colline, ils arrivent dans le port de Marseille. Et pour le port, c'est le dernier des emmerdements. Aller expliquer au port qu'il faut travailler en bouchure, faire un truc joli, etc., pour que les poissons... Enfin, je sais pas. Ça, je peux dire, c'est un langage que la direction du Grand Port de Marseille n'avait encore jamais entendu. Pour eux, c'est carrément nouveau. Donc, il y a toute une série de questions que ces écoquartiers, écocités permettent de poser. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'on est dans l'expérience. Bon, vous avez certainement entendu parler, lu ou visité le quartier de Bed-Z à Londres. Bon, ça a des qualités incontestables. Il y a aussi des échecs dans cette expérience dont il faut tirer parti, tirer leçon. Je crois qu'on est finalement dans nos vies toujours en recherche dans ce monde qui change, comme l'a dit. Le monde change vite, il change plus vite qu'on ne le croit. Et c'est ça une grosse difficulté de nos métiers, parce que nous travaillons sur des choses qui ne changent pas, qui durent assez longtemps. Un bâtiment, une construction, l'aménagement d'un quartier. Donc, tenir compte de ces expériences, les diffuser, le faire savoir, ça c'est un point extrêmement important. Mais bon, un écoquartier dans mon village de 380 habitants, c'est pas vraiment le truc, quoi. Par contre, voir comment les jeunes et les vieux peuvent vivre ensemble, comment mieux traiter la question de la garderie. Moi, j'aimais bien cette expression de Jean Viard tout à l'heure, que les retraités qui quittent, que les gens qui s'installent à la campagne viennent avec leurs vieux. Et on posera autrement le problème de la garderie des enfants. Dans mon petit village, là, à Dulin, les gens demandent qu'on ouvre la garderie à 6h30 du matin. Vous voyez, c'est de pire en pire, quoi. Ça n'a plus de sens. Enfin, voilà. On a répondu partiellement à votre souhait. D'autres interventions, questionnements? Oui, là-haut? Non, pardon, je l'avais pas vu. Voilà. Jeune étudiante en architecture. Bonjour. Pour continuer sur les écoquartiers, les écoquartiers sont des vraies initiatives quand on regarde dans d'autres pays que la France. Par exemple, la Suède, ce sont des vraies initiatives où ce sont des quartiers qui sont pensés de A à Z, question de traitement de l'eau, de récupération des eaux, tous les bâtiments qui sont des bâtiments basse consommation évidemment. Quand on regarde des projets en France, alors pas tous évidemment, par exemple j'ai en tête un projet à Annecy où ils sont en train de faire un écoquartier, soi-disant un écoquartier, qui en fait ne sont que des bâtiments labellisés avec un label quelconque de basse consommation. Et on vend ça comme un écoquartier, et je dis bien on vend ça, parce que c'est vraiment pour vendre. Est-ce que c'est un promoteur qui fait ça? Est-ce qu'il y a un moyen de gérer ça? C'est un nom avec lequel on vend des bâtiments maintenant. Il y a une espèce de problème comme ça dont j'aimerais bien avoir votre point de vue. La question porte sur la contrefaçon. Vous savez, les phénomènes de mode, comme moi, vous regardez, vous lisez le journal, vous voyez la publicité, vous voyez apparaître depuis quelque temps cette publicité verte. Bon, vous ne pouvez pas empêcher que les gens se saisissent de quelque chose qui est bien vu, qui est porteur. C'est un mot positif pour essayer de se l'approprier. Les promoteurs aimeraient bien aussi tous s'installer dans des écoquartiers. Cela dit, on voit quand même, de toute façon ça va être obligatoire, mais on voit quand même maintenant afficher clairement la consommation énergétique des bâtiments qui sont produits. Mais la construction neuve, c'est 1%. Donc la vraie question, c'est les 99% qui restent.
Et je crois que là-dessus, si les CAUE ont vraiment un travail à faire, c'est de vraiment s'attaquer dans une recherche, une discussion, etc. Comment peut-on faire que par une succession d'actions localisées, soit individuelles, soit collectives, etc. Ce n'est pas tellement les grands bailleurs sociaux, parce que les grands bailleurs sociaux, ce n'est pas les plus mauvais en architecture ni en maîtrise de l'énergie, loin de là. C'est tous les autres, hein. C'est les copropriétés, et les maisons individuelles fort nombreuses, dans lesquelles on a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'appliquer ce que préconisent les bureaux d'études. Donc je crois que c'est 99% de logements déjà construits par rapport à la question de l'énergie. Évidemment, elle est très importante. Mais on peut aussi être parfois un peu optimiste. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Mais de toute façon, c'est un problème transitoire. D'ici 20 ans, on aura trouvé les moyens de produire une énergie qui ne produira pas de CO2. » On va trouver. C'est le pari qu'ont fait les Américains, quand même. Hein. Je pense que c'est une chose qui nous a un petit peu échappé. On n'a pas vu ça de près. Mais la stratégie que Bush a proposée par rapport à la fin annoncée du prix du pétrole, ça n'a pas tellement été de s'attaquer aux propriétaires de 4x4, parce qu'il savait qu'il n'avait aucune chance, c'était ses électeurs. Mais par contre, il a lancé un programme de financement de la recherche extrêmement important. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, des clean tech, fait partie de ce mouvement, c'est-à-dire de la recherche de toutes les solutions possibles, alternatives à l'énergie pétrolière, à l'énergie productrice de CO2, etc. Et vous avez un institut que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'Institut de la ville en mouvement. Sur son site, vous pouvez trouver des informations sur ce mouvement des clean tech. Il organise des conférences, il fait venir les Américains qui expliquent comment en Californie on traite des questions aussi, pas une question aussi banale, enfin spontanément populaire que le covoiturage. Chez nous, ça ne marche pas. Je vais vous donner, ça marche parfois lorsque le tunnel de Dulin, qui comporte 2 tubes, a été l'objet d'une rénovation suite à l'accident du tunnel du Mont Blanc. Donc il y avait un seul tube qui fonctionnait, donc le matin, tous les gens qui allaient travailler à Chambéry, il fallait qu'ils fassent la queue, et c'était assez long. Ça prenait du temps. Et il y a une association qui s'est lancée dans la proposition de covoiturage. Ce covoiturage a fonctionné pour limiter le nombre de voitures, etc. Il a fonctionné le temps des travaux du tunnel. Depuis que le tunnel est réouvert, le covoiturage ne fonctionne plus. Le département, nous avons une gare commune entre l'Isère et la Savoie. Il se trouve qu'elle est en Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Le département de la Savoie a proposé des navettes gratuites pour faire du rabattement vers la gare de Pont-de-Beauvoisin pour tous les gens qui souhaitent aller soit à Lyon, soit à Chambéry, enfin Bourgoin éventuellement. Eh bien, après 6 mois de publicité de tous azimuts, il y a eu un client. Et ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt, quoi. Alors qu'aux États-Unis, en Californie, le covoiturage a été l'objet d'actions extrêmement musclées de la part des pouvoirs publics, et c'est actuellement quelque chose qui est en train de se développer. Avec des outils technologiques, hein, on utilise sa petite boîte métallique, là, et là-dessus, on dit, voilà, je veux aller à tel endroit, j'habite là, etc. Et puis, vous avez un ordinateur qui traite tout ça et qui vous dit, rendez-vous dans 3 minutes à tel endroit. Donc la technologie, bon, un ingénieur en général, ça ne dit pas trop le contraire, mais je me suis fâché hier avec des écolos qui voulaient dire le contraire. Je pense que la technologie fait partie des solutions qu'il nous faut espérer, enfin trouver, fonctionner, etc. On va trouver peu à peu les solutions. Bon, on sait bien que l'informatique fait des progrès extraordinaires. Moi, quand j'étais étudiant, le cours d'informatique était facultatif. Hein. Et le premier ordinateur sur lequel j'ai travaillé, qui était sans doute moins puissant que cet iPhone, il tenait dans un aérogare, contrôle data 6400, avec des cartes perforées. C'était pas si vieux, puisque j'étais toujours là, vivant, en face de vous, en train de vous parler. Et j'aurai d'autres parles. Donc c'est pour dire quand même que les transformations, j'aimais bien aussi ce que disait Jean Viard, quand il y a un changement rapide qui s'opère, souvent, on a tendance à avoir la posture de celui qui regrette ce qui s'en va, plutôt que
la posture de celui qui espère ce qui arrive. Et dans notre métier, urbanisme, architecture, c'est quelque chose, c'est une leçon extrêmement importante parce que justement, nous travaillons sur des choses qui sont peu mobiles. L'itinéraire résidentiel, hein, ce dont on a beaucoup parlé et sur lequel on rêve tous, c'est le privilège de quelques-uns. Hein.